Lecture du cycle de conférences de Rudolf Steiner intitulé Âme des peuples, la mission des âmes de quelques peuples dans ses rapports avec la mythologie germano-nordique. Bibliographie numéro 121, publiée en 1990 aux éditions Triade, traduction en français de l'allemand par Henriette Waddington et Gabriel Wagner. Le lecteur est Stéphane Le Joly. La compréhension de ce cycle de conférences présuppose que les auditeurs soient familiarisés avec les bases de la science de l'esprit d'orientation anthroposophique. Première conférence, Christiana, c'est-à-dire Oslo, le 7 juin 1910. J'éprouve une grande satisfaction à m'adresser pour la troisième fois à nos amis norvégiens et je voudrais en peu de mots répondre aux propos chaleureux de notre cher ami Eriksen en retournant à ses paroles d'accueil un écho tout aussi chaleureux, monté des mêmes profondeurs du cœur. J'espère que ce cycle de conférences pourra contribuer à mieux faire connaître notre conception du monde. Je voudrais vous faire remarquer que, justement, dans ce cycle, il va être question de vérités qui sont parmi les plus percutantes de notre conception de l'univers et qui sont assez étrangères à la pensée des êtres humains d'aujourd'hui. Aussi, je prie ceux de nos amis qui n'ont pas une connaissance approfondie de la science de l'esprit d'admettre que, pour progresser dans notre étude, nous soyons contraints de temps en temps d'avancer bravement dans des domaines qui sont justement assez éloignés de la pensée et du sentiment de nos contemporains. Il vous faudra parfois de la bonne volonté pour comprendre mes explications, car si nous voulions fonder et prouver ce qui va être dit, le temps dont nous disposons n'y suffirait pas. Si nous ne pouvions faire appel pour cette étude, justement, à la bonne volonté qui ouvre la compréhension aux choses de l'esprit, nous n'avancerions pas. Jusqu'ici, en effet, occultistes, mystiques et théosophes ont en général évité le domaine que nous allons aborder, et cela parce qu'il faut être tout à fait dénué de parti pris pour écouter sans répugnance certaines des choses qu'il va être nécessaire de dire. Vous comprendrez peut-être mieux ce que j'entends par là si vous vous rappelez que l'on qualifie de heimatlos celui qui est parvenu à un certain degré de développement dans la mystique ou l'occultisme. Note de l'éditeur de la traduction en français. Heimatlos, le terme équivalent en français serait le mot apatride, dont le sens apparut au traducteur trop spécialement politique pour convenir ici. C'est pourquoi a été conservé le terme allemand. Fin de la note. C'est là un terme technique et pour résumer en quelques mots ce qu'il signifie, car nous ne voulons pas parler du sentier de la connaissance, on peut dire qu'on appelle heimatlos celui qui, dans sa manière de connaître, de concevoir les grandes lois de l'humanité, ne se laisse jamais influencer par ce qui émane de l'endroit où il vit, du peuple auquel il appartient. Nous pourrions aussi dire que ce terme s'applique à celui qui peut prendre en charge la grande mission de l'humanité dans son ensemble, sans y mêler les nuances particulières d'impressions, de sentiments qui croissent sur le sol de la patrie. Vous voyez par là qu'un certain degré de maturité dans le développement mystique ou occulte suppose qu'on puisse être absolument objectif à l'égard de ce dont nous reconnaissons du reste parfaitement la grandeur, ce que par ailleurs nous nommons la mission des esprits des différents peuples, mission qui se distingue de la vie humaine individuelle, c'est-à-dire ce par quoi chaque ethnie contribue concrètement, selon le caractère de son territoire et l'esprit propre à ce peuple, à la mission
de toute l'humanité. Nous voulons donc décrire en quelque sorte la grandeur de ce dont l'homme Heimatlos doit à certains égards se libérer. Or, des lointaines origines jusqu'à nos jours, ceux qui sont parvenus à l'état de Heimatlos ont su que, s'ils cherchaient à décrire cet état de façon exhaustive, ils n'étaient guère compris. D'emblée, ils encourent le reproche préconçu d'avoir perdu tout contact avec le sol national, de n'avoir plus aucune compréhension de ce que l'être humain a ordinairement de plus cher. C'est inexact, car en réalité, l'état de Heimatlos est, ou du moins peut être, l'étape sur le chemin par lequel, ayant atteint l'état initiatique qui libère de l'emprise nationaliste, on revient à ce qui fait la substance d'un peuple. On se retrouve à l'unisson avec ce qui, dans l'évolution de l'humanité, dépend du sol sur lequel on vit. Il fallait préciser cela dès le départ, mais les raisons ne manquent pas de parler une bonne fois tout à fait objectivement de ce que nous appelons la mission des âmes des différents peuples. Si jusqu'ici, il était bon de faire le silence sur ce sujet, on doit maintenant commencer à en parler. C'est même d'une importance toute particulière, car prochainement, les destinées de l'humanité vont rassembler les êtres humains, bien plus que par le passé, en vue d'une mission commune à l'humanité entière. Mais les ressortissants des différents pays ne pourront y apporter un concours bien adapté, libre et ancré dans le concret que s'ils comprennent avant tout leur propre peuple, s'ils pratiquent ce qu'on pourrait appeler la connaissance de soi sur le plan du peuple. Dans l'antique Grèce, le connais-toi toi-même jouait un grand rôle dans les mystères apolliniens. De même, l'injonction suivante s'adressera aux âmes des peuples dans un avenir pas très éloigné. Connaissez-vous vous-même en tant qu'âme des peuples? Cette sentence sera de grande importance pour l'activité humaine dans l'avenir. Mais on a beaucoup de peine de nos jours à admettre l'existence de certaines entités qui n'ont aucune réalité pour la perception sensorielle extérieure et la connaissance matérielle. Peut-être est-il moins difficile d'admettre que chez l'être humain, tel qu'il se présente à nous dans le monde, il puisse y avoir certaines parties, certains composants suprasensibles et invisibles. L'esprit matérialiste de l'humanité actuelle se laisserait peut-être amener à concevoir que des êtres tels que les êtres humains, dont au moins on voit l'aspect extérieur physique, ont aussi une nature suprasensible, invisible. Mais c'est vraiment trop demander à nos contemporains que de leur parler d'entités qui, en somme, n'existent pas pour notre connaissance ordinaire. Car qu'est-ce que donc qu'on nomme généralement l'âme d'un peuple, l'esprit d'un peuple? C'est tout au plus comme une qualité, un caractère commun à quelques centaines ou à quelques millions d'individus rassemblés sur un même territoire. Que quelque chose de vivant, en plus des milliers de gens qui se pressent sur ce sol, que quelque chose de réel correspondant à l'esprit du peuple soit à la base de ce concept, voilà une notion à laquelle résiste une conscience moderne. Si l'on demandait à l'un de nos contemporains ce qu'il entend par l'esprit du peuple suisse, pour prendre un exemple tout à fait neutre, il décrirait en termes abstraits quelques caractères propres aux gens de cette partie des Alpes et du Jura qui constitue la Suisse, bien convaincu qu'à cela ne correspond rien qu'on puisse saisir par les moyens ordinaires de connaissance, par les yeux ou n'importe quel autre organe de perception.
Il faut donc arriver à se représenter sérieusement, honnêtement, qu'il existe des entités qui généralement ne se manifestent pas de façon extérieure, ne sont pas accessibles à nos facultés ordinaires de perception. Elles sont là, parmi les êtres perceptibles, elles interviennent invisiblement par les êtres visibles, comme l'entité de l'homme intervient dans ses mains et ses doigts. On peut donc parler de l'esprit du peuple suisse comme de l'esprit d'un homme, et l'esprit de l'homme se distingue aussi aisément de ce qu'on voit de lui, par exemple ses 10 doigts, que l'esprit du peuple suisse se distingue des millions de gens vivant dans les montagnes de la Suisse. Il y a là une entité, tout comme l'être humain est lui-même une entité. La seule différence, c'est que l'être humain offre à nos facultés de perception une apparence extérieure sensible. L'esprit d'un peuple ne se révèle pas extérieurement, sous une forme qu'on puisse voir ou saisir par des organes de perception. Ce qui est le cas pour l'être humain. Mais il n'en est pas moins une entité absolument réelle. Nous allons chercher aujourd'hui à nous faire en quelque sorte la représentation d'une entité de ce genre. En général, comment procédons-nous en sciences de l'esprit pour nous représenter une entité réelle? Prenons pour commencer un exemple caractéristique, celui de l'entité de l'être humain. Selon la science de l'esprit, nous distinguons en lui le corps physique, le corps éthérique ou corps de vie, le corps astral ou de sensibilité, et le constituant que nous considérons comme le plus élevé, le je. Nous savons donc que l'ensemble fait des corps physiques, éthériques, astral et du je compose pour ainsi dire l'être humain actuel. Mais vous savez aussi que nous envisageons un développement ultérieur de l'humanité et que le je travaille sur les constituants inférieurs de son être en vue de les spiritualiser, de métamorphoser leur forme actuelle en une autre plus haute qu'ils auront dans l'avenir. Le je va élaborer, remodeler l'astral de sorte qu'il deviendra autre chose que ce qu'il est. Alors le corps astral sera ce que vous connaissez sous le nom de soi-esprit ou manas. De façon analogue, le je exercera une activité plus élevée encore sur le corps éthérique ou corps de vie qui sera transformé, métamorphosé en esprit de vie ou bouddhi. Enfin, la tâche la plus considérable de l'être humain, que pour le moment nous puissions concevoir, consiste à spiritualiser, à changer et à transformer l'élément le plus rétif de sa nature, le corps physique, en un élément spirituel. Ce corps physique d'aujourd'hui, qui apparaît comme le plus grossièrement matériel de nos corps, il sera la partie supérieure de l'entité humaine lorsque le je lui aura donné une nouvelle forme, et qu'il sera l'homme-esprit ou Atma. Nous voyons ainsi trois parties de la nature humaine qui se sont développées dans le passé, une partie dans laquelle nous vivons actuellement, et trois autres dont le moi fera quelque chose de nouveau dans l'avenir. Nous savons aussi qu'entre le travail accompli dans le passé et celui qui, dans l'avenir, formera les trois constituants les plus élevés, il se passe quelque chose. Nous devons considérer que le je lui-même s'articule en parties. Il s'active à former une manière d'être intermédiaire. C'est pourquoi nous disons qu'entre le corps astral, tel que le passé l'a donné à l'être humain, et le soi-esprit, ou manas, qui résultera de ce corps astral dans un avenir lointain, il y a trois éléments préparatoires. Ce sont
l'âme de sensibilité à laquelle le je a travaillé en premier lieu, l'âme d'entendement ou de cœur et l'âme de conscience. Nous pouvons donc dire ceci. Le soi esprit ou manas que nous devons élaborer actuellement n'existe encore que pour une toute petite partie qui en est tout au plus le commencement. En revanche, l'être humain se prépare à cette tâche future du fait qu'il apprend à dominer les trois éléments inférieurs de sa nature, d'une certaine manière et dans une certaine mesure. Il s'est préparé en apprenant à maîtriser son corps de sensibilité ou corps astral par le fait que son jeu y a pénétré et a formé l'âme sentante au sein du corps de sensibilité. Tout comme l'âme de sensibilité est en rapport avec ce dernier corps, l'âme d'entendement ou de cœur entretient une certaine relation avec le corps éthérique ou de vie, de sorte que cette âme pensante est une faible préfiguration de ce que sera l'esprit de vie ou bouddhi. C'en est l'image annonciatrice, même si elle est faible. Et ce qui se trouve dans l'âme de conscience est ce que le je incorpore d'une certaine manière dans le corps physique. Aussi, cette âme est-elle une faible préfiguration de ce que sera un jour l'homme-esprit ou Atma. Nous pouvons dire aussi que nous reconnaissons actuellement en l'être humain, si nous laissons de côté les minuscules parties tirées du corps astral comme un début de soi-esprit, les quatre constituants suivants. Premièrement, le corps physique. Deuxièmement, le corps éthérique. Troisièmement, le corps astral. Quatrièmement, le je, qui travaille dans ce dernier. Il s'y ajoute ces sortes de reflets préfigurant les éléments supérieurs. L'âme de sensibilité, l'âme d'entendement, l'âme de conscience. Ainsi se présente aujourd'hui l'entité humaine que nous saisissons, pourrait-on dire, au moment présent de son devenir. Nous voyons positivement que le jeu travaille à former ses constituants supérieurs après avoir reçu, en guise de préparation, l'âme de sensibilité, l'âme d'entendement et l'âme de conscience. Nous voyons qu'avec les forces des âmes de sensibilité, d'entendement et de conscience, le jeu agit dans le corps astral pour y former un début de soi-esprit. L'être humain est actuellement occupé à cette tâche. Ceux qui se sont intéressés, et c'est la plupart d'entre vous, aux investigations dans la chronique de l'Akasha, c'est-à-dire à l'évolution de l'être humain dans un très lointain passé et aux prévisions d'un lointain avenir, ceux-là savent que les êtres humains se sont développés avant d'en venir à l'étape actuelle, dont nous avons caractérisé les grandes lignes. On peut remonter très loin dans le passé et il a fallu de longues périodes d'évolution pour constituer les premiers rudiments du corps physique humain, puis ceux du corps éthérique et enfin du corps astral, et ensuite pour développer ces trois parties. Tout cela a nécessité de longs espaces de temps, et vous savez peut-être aussi que les stades précoces, par exemple l'évolution du corps astral, ont eu lieu quand la Terre était dans un état différent de son état actuel, un état plus ancien de son existence, celui de l'ancienne Lune. De même que nous considérons notre vie présente comme la conséquence de vie terrestre, d'incarnations antérieures, nous remontons aussi à des incarnations antérieures de notre Terre. L'âme de sensibilité et l'âme d'entendement ou de cœur ne se sont formées que sur la Terre actuelle. Le corps astral a été implanté durant l'existence lunaire, le corps éthérique pendant une existence plus ancienne encore de notre Terre, celle de l'ancien Soleil. Et enfin, le corps physique remonte à celle de l'ancien Saturne.
Il y a donc eu trois incarnations antérieures de la Terre, et sur chacune d'elles, l'un des constituants actuels de la nature humaine fut d'abord disposé en germe et continua ensuite son développement. Il faut signaler autre chose encore en parlant des états saturniens, solaires et lunaires. Nous vivons sur Terre en tant qu'êtres humains au stade que nous pouvons nommer celui de l'humanité soit consciente. De la même façon, d'autres entités ont parcouru aux étapes antérieures de l'évolution planétaire, lunaire, solaire et saturnienne, le stade qui est actuellement le nôtre. Peu importe à ce propos qu'on adopte la terminologie en usage chez les orientaux ou qu'on désigne ces êtres comme on le fait d'ordinaire en Occident. Les entités qui se trouvaient pendant l'état lunaire de notre Terre, au niveau où l'être humain se trouve aujourd'hui, ces entités qui sont immédiatement au-dessus de nous, l'ésotérisme chrétien les appelle angeloi ou anges. Elles nous devancent d'un degré parce qu'elles ont parcouru leur étape d'humanité à l'époque antérieure à la nôtre, si bien que sur l'ancienne Lune, ces entités furent ce que nous sommes. Ce n'est pas qu'elles aient marché sur leur planète comme les êtres humains actuels sur la Terre. Elles étaient au stade humain sans vivre comme nous dans un corps de chair. Seul leur niveau de développement correspondait à l'état d'humanité vécu présentement. Il y a de même des entités plus hautes encore, qui ont passé par l'hominisation sur l'ancien Soleil. Ce sont les archangeloi ou archanges. Ces entités ont deux échelons d'avance sur l'être humain. Elles ont vécu leur stade humain deux époques avant la nôtre. Enfin, lorsqu'on remonte encore plus loin à la première incarnation de la Terre, à l'ancien Saturne, on trouve que les entités ayant atteint le niveau humain sont les esprits de la personnalité, esprits des origines ou archaïs. Si donc nous partons de ces entités, hominisées dans un très lointain passé sur l'ancien Saturne, nous pouvons suivre les incarnations de la Terre jusqu'à l'époque qui est la nôtre et retrouver les degrés d'évolution des êtres jusqu'au point où nous en sommes nous-mêmes. Disons donc que les esprits des origines ou archers furent hommes sur l'ancien Saturne, les archanges sur l'ancien Soleil, les anges sur l'ancienne Lune, et que les êtres humains le sont sur notre Terre. Puisque nous savons par ailleurs que notre évolution va se poursuivre à l'avenir, que nous allons développer nos constituants inférieurs, ce qui est aujourd'hui corps astral, corps éthérique et corps physique, nous sommes amenés à nous demander tout naturellement si les entités qui ont parcouru autrefois l'étape d'humanité en sont maintenant au point où elles transforment leur corps astral en soi esprit. En effet, tout comme nous mènerons à bien la transformation de notre corps astral en soi esprit ou manas, durant la prochaine incarnation de la Terre, le futur Jupiter, les entités qui furent hommes au temps lunaire, les angeloi, ont mené à bien la transformation de leur corps astral en manas, ou le feront pendant notre existence terrestre. Elles doivent vivre pendant l'actuelle incarnation planétaire, ce qui ne sera notre lot que dans la prochaine. Si remontant plus loin encore dans le passé, nous considérons les entités qui furent hommes sur l'ancien Soleil, nous pouvons dire qu'elles ont dû passer dès l'époque lunaire parce que nous vivrons seulement dans la prochaine incarnation de la Terre. Présentement, elles accomplissent la tâche que l'être humain entreprendra pour transformer par son jeu son corps éthérique ou corps de vie en esprit de vie ou bouddhi.
Les archanges ont donc 2 degrés d'avance sur nous dans l'évolution. Ils en sont au stade que nous atteindrons seulement lorsque, par le travail de notre je, nous ferons de notre corps de vie l'esprit de vie ou Bouddhi. Lorsque nous contemplons ces entités, nous voyons en elles des êtres qui ont 2 degrés d'avance et qui préfigurent ce que nous vivrons à l'avenir. Ils changent actuellement leur corps éthérique en Bouddhi. Enfin, nous pouvons lever le regard vers des entités encore supérieures, les esprits de la personnalité. Elles en sont au degré supérieur à celui des archanges, que l'être humain n'attendra que dans un avenir plus éloigné encore, lorsqu'il saura métamorphoser son corps physique en Atma ou homme-esprit. Ces entités sont aussi vraies au niveau d'évolution, supérieur au nôtre, qui est le leur, que le sont les êtres humains à la phase actuelle de leur existence. Elles sont vraiment des réalités. Or, leur réalité n'est nullement étrangère à l'existence terrestre. Elles y interviennent au contraire, elles agissent jusque dans notre vie humaine. Demandons-nous maintenant de quelle façon. Si nous voulons que cette intervention nous devienne compréhensible, il faut bien savoir que, dans leur travail, pourrait-on dire, des entités de ce genre se présentent tout autrement au regard spirituel que les entités appelées êtres humains aujourd'hui. La différence est en effet appréciable entre les entités supérieures à l'être humain et celles qui accèdent maintenant seulement au niveau humain. Cela peut paraître étrange, mais deviendra clair pour vous au cours des prochaines conférences. Je le dis expressément du point de vue de la véritable recherche spirituelle, l'être humain, tel qu'il est aujourd'hui, est en quelque sorte à un stade médian de son existence. Le travail de son jeu sur ces éléments inférieurs ne restera pas toujours ce qu'il est actuellement. L'être humain tout entier constitue présentement un tout. On pourrait dire qu'il est d'un seul tenant. Il pourra en être autrement dans l'avenir de l'évolution, et il en sera autrement en effet. Lorsque l'être humain sera assez avancé pour travailler en pleine conscience à son corps astral, et que son je transformera ce dernier en soi esprit ou manas, il jouira consciemment d'un état semblable à celui qui est le sien, dans l'inconscience ou la subconscience, pendant le sommeil. Représentez-vous ce qu'est l'état de sommeil pour l'être humain. Son être astral et son je se dégagent des corps physiques et éthériques pour planer en quelque sorte hors des enveloppes couchées dans le lit. Supposez maintenant que dans cet état, il arrive à se dire consciemment «Je suis un je» et qu'il soit aussi lucide dans ce corps spirituel qu'il l'est dans sa conscience diurne de veille. Quelle étrange vision il aurait alors de lui-même, aujourd'hui déjà. Il se sentirait en un certain endroit, tandis qu'ailleurs, loin peut-être de là, il verrait son corps physique et son corps éthérique. Ils sont là, et ils m'appartiennent, mais moi et mes autres éléments, nous planons hors d'eux, en hauteur. Lorsqu'aujourd'hui quelqu'un devient conscient dans son corps astral, en dehors de ses corps physiques et éthériques, il ne peut rien faire d'autre sur Terre, même s'il est extrêmement avancé dans son évolution, que de se déplacer librement dans son corps astral et d'agir ici ou ailleurs, dans le monde, indépendamment de son corps physique. Mais il ne peut pas encore entraîner ses corps physiques et éthériques. Or, dans un lointain avenir, on pourra aussi les conduire du dehors, par exemple d'un certain endroit du nord de l'Europe vers un autre endroit, leur donner l'ordre d'aller plus loin, diriger de l'extérieur leurs mouvements.
Actuellement, ce n'est pas possible encore. Mais l'être humain deviendra capable de le faire après l'évolution planétaire terrestre, lorsqu'il aura atteint le niveau de développement jupitérien à la prochaine incarnation planétaire. Telle sera la prochaine phase d'évolution humaine. Nous nous sentirons en quelque sorte à ce moment-là celui qui dirige notre être du dehors. Cela conduira à dissocier le composé que nous appelons l'être humain. La pensée matérialiste est ici désemparée, ce qui se comprend. Elle ne peut pas reconnaître les faits qui, aujourd'hui déjà, préfigurent réellement, sous un certain rapport, l'état futur de l'entité humaine. Ces phénomènes existent. Les êtres humains les percevraient s'ils y étaient attentifs. Il existe des entités qui se sont développées prématurément dans ce sens. Alors que l'être humain, s'il attend le moment propice, atteindra l'état jupitérien et saura guider du dehors ses corps physiques et éthériques, quand le temps en sera venu, d'autres êtres, sans attendre ce moment, ont d'un certain point de vue précipité leur évolution. Il en existe dans le monde des oiseaux. Ce sont les espèces qui accomplissent tous les ans les grandes migrations par-dessus notre planète. Là, l'âme groupe est reliée au corps éthérique de chacun des oiseaux. Or, tout comme une âme groupe dirige le vol migratoire régulier des oiseaux sur la Terre, l'être humain gouvernera ce que nous nommons les corps physiques et éthériques, leur donnera des ordres, les mettra en mouvement, quand il aura développé le soi esprit ou manas. Il le pourra dans un sens encore plus élevé, lorsqu'il sera assez avancé pour travailler à son corps éthérique ou corps de vie. Il existe déjà aujourd'hui des entités qui en sont capables. Ce sont les archanges. Ils sont déjà capables de faire ce que l'être humain pourra faire un jour. Diriger du dehors son corps éthérique et son corps physique, ils peuvent en outre transformer leur propre corps éthérique. Formez donc en vous une idée, un concept correspondant aux entités dont l'action se déroule dans l'environnement de la Terre, qui se trouve dans l'atmosphère spirituelle de la Terre avec leur jeu. Elles ont déjà, grâce à leur jeu, transformé leur corps astral, de sorte qu'elles possèdent un soi-esprit ou manas pleinement développé. Grâce à ce soi-esprit, ce manas, leur action s'étend à la Terre et intervient dans l'être humain en modifiant son corps éthérique ou corps de vie. Ces entités sont parvenues au niveau de l'évolution où elles changent leur corps éthérique ou corps de vie en bouddhi ou esprit de vie. Si vous pensez de telles entités, qui sont donc au niveau hiérarchique des archanges, vous avez formé un concept pour les esprits des peuples, les esprits directeurs des peuples de la Terre. Les esprits des peuples sont au rang des archangeloi ou archanges. Nous verrons comment, de leur côté, ils dirigent le corps éthérique ou corps de vie et par là interviennent dans l'humanité, englobant celle-ci dans leur activité propre. Lorsque nous considérons les différents peuples de la Terre, et plus particulièrement quelques-uns d'entre eux, nous voyons se former l'image constituée par les faits et gestes appartenant en propre à chaque peuple, par ses qualités particulières et caractéristiques, image qui reflète la mission de l'esprit de ce peuple. Si nous reconnaissons quelle mission ont ces entités, elles sont les inspiratrices des peuples, nous pouvons dire ce qu'est un peuple. C'est un groupe humain homogène dirigé par l'un des archanges. L'archange inspire aux individus appartenant à ce peuple les actions qu'ils réalisent en tant que ressortissants du peuple concerné.
Si nous nous représentons que les esprits des peuples sont aussi différents les uns des autres que le sont les êtres humains sur notre Terre, vous trouverez compréhensible que chacun des différents groupes ethniques corresponde à la mission individuelle d'un de ces archanges. Observons comment, dans l'histoire du monde, les peuples sont actifs les uns après les autres, et aussi les uns à côté des autres. Et nous pourrons nous représenter, tout au moins de façon abstraite, les conférences suivantes seront de plus en plus concrètes, que tout ce qui se passe ainsi est inspiré par ces entités spirituelles. Toutefois, nous nous rendons facilement compte que, dans l'évolution de l'humanité, il se passe autre chose encore que cette activité des peuples se succédant les uns aux autres. Si vous embrassez du regard le temps qui s'est écoulé depuis la grande catastrophe atlantéenne, qui a tellement modifié le visage de la Terre qu'un continent situé entre l'Afrique, l'Amérique et l'Europe actuelle s'est alors effondré, vous pouvez distinguer les époques d'activité de grands peuples au milieu desquels ont fleuri les civilisations post-atlantéennes. Celles de l'ancienne Inde, de l'ancienne Perse, l'égypto-chaldéenne, la gréco-latine et notre civilisation actuelle qui, après un temps donné, débouchera sur la suivante, la sixième. Nous remarquons aussi que différents inspirateurs des peuples y ont agi successivement. Nous savons que la civilisation égypto-chaldéenne s'est prolongée longtemps après le début de la grecque et que celle-ci florissait encore au moment où la civilisation romaine commençait à se répandre. Nous décrivons ainsi comment les peuples se succèdent et comment ils coexistent. Mais parmi tout ce qui évolue dans les peuples et avec eux, autre chose encore se développe. C'est ce qui progresse dans l'évolution de l'humanité. Peu importe qu'une civilisation nous apparaisse comme supérieure ou inférieure à une autre. On peut avoir une préférence pour celle de l'Inde, par exemple. C'est une affaire personnelle. Mais si l'on attache peu d'importance aux opinions personnelles, on se dira que nos appréciations importent peu, que le cours inéluctable des choses pousse l'humanité en avant, même si l'on estime après coup qu'il y a eu décadence. L'humanité avance par nécessité. Comparons différents espaces de temps. 5000 ans avant Jésus-Christ, 3000 ans avant Jésus-Christ et 1000 ans après Jésus-Christ. Il y a là quelque chose qui dépasse l'action des esprits des peuples. Mais à quoi ils participent? C'est une chose que vous pouvez voir de vos yeux. D'où vient que tant de personnes se soient réunies dans cette salle, venant des pays les plus divers, qu'elles se comprennent et cherchent à s'entendre sur ce qu'il y a de plus important au monde, et qui est la raison même de leur réunion? Elles viennent de contrées qui dépendent d'esprits du peuple fort différents, et il y a pourtant un domaine où elles se comprennent. Jadis, les différents peuples se comprenaient d'eux-mêmes, et ils en avaient la possibilité, car à toutes les époques, il existe quelque chose qui dépasse l'âme du peuple, qui peut rapprocher les différentes âmes des peuples et qui est compris plus ou moins partout. Cette chose est désignée par le mot Zeitgeist, esprit du temps ou de l'époque, un terme peu heureux, mais tout à fait usuel. L'esprit de l'époque ou du temps n'est pas le même à l'époque grecque qu'à la nôtre. Ceux qui saisissent le spirituel en notre temps sont portés vers la théosophie. Voilà comment l'esprit d'une époque dépasse les divers esprits des peuples. Au temps où le Christ Jésus est apparu sur la terre, son précurseur, Jean-Baptiste, a évoqué l'entité, en laquelle on pourrait voir un esprit du temps,
par ces mots: changez la disposition de votre âme, car les royaumes des cieux sont proches. Chaque époque a donc son esprit du temps, dont l'activité se mêle à celle que tissent les esprits des peuples. Nous avons reconnu en ces derniers les archangeloi. Pour le matérialisme d'aujourd'hui, l'esprit du temps est une abstraction sans aucune réalité. On ne pourrait pas admettre d'y voir un être. C'est néanmoins une véritable entité qui se cache derrière le nom d'esprit du temps, et non des moindres, car elle est en avance sur l'être humain de 3 degrés. Ces entités ont déjà passé par le stade humain sur l'ancien Saturne, la plus reculée des époques d'évolution de la Terre. De l'environnement spirituel de notre planète, elles travaillent actuellement à métamorphoser la Terre. Ce faisant, elles transforment leur corps physique en homme-esprit ou Atma et en sont à la phase ultime. Nous avons ici affaire à de hautes entités dont les attributions ont de quoi nous donner le vertige. De ces esprits, nous pourrions aussi dire qu'ils sont les inspirateurs à proprement parler, ou plutôt nous servant dans ce domaine des termes techniques de l'occultisme, entre guillemets les intuiteurs de l'esprit du temps ou des esprits du temps. L'un remplace l'autre dans son activité, prêtant en quelque sorte la main à l'autre. D'une époque à la suivante, ils confient leurs tâches à un autre des leurs. L'esprit du temps actif au temps de la Grèce confie sa mission à celui qui intervient après lui, et ainsi de suite. Il se relaie donc. Il existe, nous l'avons vu, un certain nombre de ces esprits d'époque, de ces esprits de la personnalité qui agissent en tant qu'esprit du temps. Le rang est plus élevé que celui des esprits des peuples. À chaque époque, l'un de ces intuiteurs agit de façon prépondérante en marquant cette époque de sa signature, en donnant ses instructions aux esprits des peuples, de sorte que ce qui est l'esprit d'ensemble d'une époque se spécialise, s'individualise selon les esprits des peuples. À l'époque suivante, un autre de ces esprits prend la relève, un nouvel esprit de la personnalité, un nouvel arché. Lorsqu'un certain nombre d'époques se sont écoulées, un esprit du temps a réalisé un progrès dans son évolution. Voici comment nous pouvons nous le représenter. Quand nous mourons, le temps venu, nous avons évolué ici-bas. Notre individualité transmet alors le fruit de cette vie terrestre à la vie terrestre suivante. Il en est de même pour les esprits des époques. Il y a un de ces esprits pour chacune des époques. À la fin de l'époque, celui-ci transmet sa fonction à son successeur, qui fait de même pour son propre successeur. Les prédécesseurs font entre-temps leur propre évolution, et c'est le tour de celui qui a été le plus longtemps sans entrer en fonction, si bien que, longtemps après, il revient comme esprit de l'époque et inculque intuitivement à l'humanité, qui a progressé entre-temps, ce qu'il a lui-même acquis en vue de sa haute mission. Dans l'intervalle, ceux qui l'ont précédé évoluent de leur côté. Élevant le regard vers ces esprits de la personnalité, ces entités désignées du nom si peu expressif d'esprit du temps, nous pouvons dire: nous autres êtres humains, nous allons d'incarnation en incarnation. Pendant que d'une époque à l'autre nous avançons vers l'avenir, ce sont toujours d'autres esprits du temps qui gouvernent les événements terrestres. Mais notre esprit du temps actuel reviendra lui aussi. Nous le rencontrerons de nouveau. À cause de ce caractère, les esprits de la personnalité décrivent pour ainsi dire des cercles et reviennent au point de départ de façon cyclique, de sorte qu'ils sont aussi nommés esprits des temps de révolution, appellation qui sera justifiée et précisée par la suite.
Ce sont donc de hautes entités qui donnent leurs ordres aux esprits des peuples. Les temps de révolution, entre guillemets, ce sont ceux que l'être humain lui-même doit parcourir en revenant d'une certaine manière, d'époque en époque, à des stades antérieurs, pour les revivre sous une forme supérieure. Or, voyez-vous, vous pourriez constater le fait que certaines particularités du passé se répètent. Si, dans le sens de la science de l'esprit, vous étudiez de près les étapes de l'évolution humaine sur la Terre, vous rencontrerez de telles répétitions sous des formes variées. C'est ainsi que dans les 7 époques qui suivent la catastrophe atlantéenne, dans ce que nous appelons les 7 civilisations post-atlantéennes, il y a déjà une répétition. L'époque gréco-latine constitue en quelque sorte la plaque tournante de notre cycle et ne se répétera donc pas. Celle qui la suit répète la civilisation égypto-chaldéenne. C'est précisément notre époque. Une autre lui succédera qui répétera la culture de l'ancienne Perse, sous une forme, il est vrai, quelque peu différente. Enfin viendra la 7e époque, qui sera la répétition de l'ancienne civilisation de l'Inde, de l'époque des saints rishis, où ressurgiront, sous une autre forme, certaines choses qui ont été préparées dans ces temps lointains. La direction de ces enchaînements incombe aux esprits du temps. Or, pour que les divers peuples de la terre aient part à ce qui progresse d'une époque à l'autre, pour qu'une multitude de créations puissent apparaître sur tel ou tel territoire, dans telle ou telle communauté de langues, et inventer leur propre forme en architecture, en art ou en sciences, que toutes ces créations puissent passer par toutes les métamorphoses et recevoir ce que l'esprit de l'époque peut inspirer à l'humanité, il faut qu'il existe les esprits des peuples, qui, dans la hiérarchie des entités supérieures, font partie des archanges. Mais il nous faut encore un intermédiaire entre la haute mission des esprits des peuples et les êtres qu'ils doivent inspirer ici-bas. Vous reconnaîtrez sans peine, en théorie tout au moins, que ces intermédiaires, ce sont les anges. Ils constituent le chaînon qui relie l'esprit du peuple à l'individu humain. La médiation entre l'être humain et l'archange de son peuple est indispensable pour que l'être humain puisse prendre en lui ce que l'esprit du peuple doit inspirer à toute la population et que tout être humain devienne l'instrument de la mission du peuple. Ainsi, nous avons élevé nos regards vers les entités qui sont devenues hommes au cours des 3 étapes précédant celles où l'être humain terrestre atteint son niveau d'humanité. Nous avons vu comment ces êtres se situent par leur conscience dans l'humanité et comment ils interviennent dans notre évolution terrestre. La prochaine conférence montrera dans quelle mesure les archanges travaillent d'en haut, par leur je, qui a déjà développé le mana sous soi esprit, sur ce qui est en bas, le corps éthérique ou corps de vie de l'être humain, et comment ce travail s'exprime dans les productions, les particularités et le caractère d'un peuple. L'être humain est impliqué dans ce travail des entités supérieures. Il y est directement englobé du fait qu'il se trouve appartenir à un peuple. Certes, l'être humain est avant tout une individualité humaine qui manifeste une égoïté, mais il n'est pas que cela. Il fait aussi partie d'un peuple, et n'y peut rien en tant qu'individu. Que peut à cela celui qui fait partie d'un peuple et parle la langue de ce peuple? Ce n'est pas son acquisition personnelle, ni l'expression de son propre progrès. C'est comme le lit d'un fleuve qui l'accueille. Ce que nous appelons la marche en avant de l'être humain, c'est bien autre chose. En regardant s'activer et vivre l'âme du peuple, nous nous rappellerons ce qu'est la progression pour l'être humain et ce qu'il faut à l'être humain pour qu'il puisse la réaliser. Nous verrons ce qui, en quelque sorte, concerne non seulement son développement à lui,
mais aussi celui de toute autre entité. Nous voyons donc que l'être humain s'insère dans la série des hiérarchies et que d'époque en époque, des entités que nous connaissons par ailleurs contribuent à son évolution. Nous savons que tout a été prévu pour que ces entités puissent se développer individuellement et de multiples façons, et pour que ce qu'elles ont à donner puisse s'incorporer à l'existence humaine. Les lignes directrices sont dues aux esprits du temps pour chacune des époques. L'esprit du temps peut toucher la terre entière grâce aux différents esprits des peuples, alors que ces derniers doivent leur capacité d'intervenir aux esprits des époques. Les anges donnent à l'esprit du peuple le pouvoir de pénétrer dans les êtres humains individuels, de telle sorte que ces êtres humains puissent accomplir leur mission. Et si les individus peuvent devenir les agents de cette mission des esprits des peuples, c'est grâce aux entités qui se trouvent entre ceux-ci et les êtres humains, les anges ou angeloi. C'est un enchaînement merveilleux que nous découvrons en étudiant l'activité des individualités ethniques les plus différentes du passé et de notre temps. La prochaine conférence commencera à montrer d'une façon concrète comment se tisse cette trame, ce réseau spirituel qui compose l'existence cosmique la plus voisine de la nôtre. Pour accéder à d'autres cycles de conférences de Rudolf Steiner, nous vous invitons à vous rendre sur le site soiesprit.info, menu podcast. À bientôt.